Alors, cette saison, c'est très compliqué. Ça fait quelques saisons que le Benfica arrive à nous surprendre, hein, moi qui en fais partie, surtout sur le plan européen. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une perte de confiance, une énorme perte de confiance. Tu as quand même perdu deux énormes joueurs cette saison dernier mercato, euh, Ramos et Grimaldo. Ramos, jeune joueur qui marquait énormément, et Grimaldo, joueur qui était constant et un patron, hein, du Benfica. Et ça fait pas, c'est pas non plus ce mercato-là où tu as perdu tes deux gros joueurs. Le mercato d'avant, tu en perds encore. Donc, il y a une perte de confiance et aussi, je pense aussi, un mercato euh, compliqué. Tu vas recruter Di Maria, très bon joueur, on le sait tous autour de la table, une légende peut-être du football, selon certains, bon, ça c'est un autre débat. Mais tu vas surtout chercher des joueurs à des postes où tu en as vraiment besoin. Grimaldo, tu le perds, c'est un patron de la défense, tu le remplaces par deux joueurs qui aujourd'hui sont très moyens. Bernat, très bon joueur au Paris Saint-Germain, compliqué depuis quelques saisons. Et tu vas chercher Jurazek qui est en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Aujourd'hui, donc, il y a une perte de confiance. Tu as un entraîneur qui aussi peine à faire des bons choix. Tu vas chercher Cabral de la Fiorentina, qui n'était pas si bon que ça à la Fiorentina, qui était même en perte de confiance à la Fiorentina. Tu as besoin d'un bon buteur. Tu as Peter Moussa qui est quand même pas mal, tu le fais pas jouer. Il y a quand même des choix de l'entraîneur qui sont quand même bizarres. Et voilà, je pense qu'en fait, le Benfica, cette saison, c'est plusieurs petites choses, petits problèmes, qui du coup te met aussi en galère sur le plan européen. Ouais, 0 point. Sur le plan national, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Le championnat portugais, tu as quelques bons clubs, mais c'est pas comme en Espagne, comme en Italie, comme en Angleterre, où tu as énormément de bons clubs. Maintenant, tu as quand même un Sporting en face qui a la confiance, zéro défaite, très bon club, des joueurs qui sont restés, un super entraîneur qui est en confiance aussi. Compliqué. On va revenir juste après, notamment du Sporting de Ruben Amorim. Raoul, toujours la saison dernière, Benfica termine devant le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et tombe en quart de finale face au finaliste l'Inter Milan. Aujourd'hui, comme l'a dit Milan, Benfica a enregistré 4 défaites en Ligue des Champions. Quel est le problème cette saison, tout en sachant que le groupe compose l'Inter, la Real Sociedad et Salzbourg? Je pense que c'est peut-être un peu trop de changements. Il y a donc 3 arrivées. Il y a, comment ça s'appelle, justement, tu l'as évoqué, Moussa qui joue pas. Il me semble qu'il y a un changement de système aussi. Il me semble pas que ça jouait à 3 défenseurs à la saison dernière. En fait, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de confiance. Je trouve ça un peu inexplicable aussi par contre. Je pense que ça joue plus au sein du vestiaire. Je sais pas si, enfin, quelle place avait Grimaldo notamment ou Ramos dans le vestiaire. Mais je pense que l'arrivée d'un Di Maria doit insuffler une confiance à un effectif comme ça, alors que tout est contre eux en fait. Et Otamendi, pareil. C'est un patron, Otamendi, cette saison. Mais je trouve ça un peu insuffisant. Je trouve qu'ils ont encaissé quand même pas mal de buts et son association avec Antonio Silva, c'est en dents de scie, on va dire. Donc je trouve qu'il y a plusieurs postes où c'est assez indécis, notamment en attaque, où on ne sait pas si c'est parfois Guedes, Cabral, Moussa. Donc là, il y a 3 joueurs pour un poste. Déjà, c'est compliqué. Après, Guedes était blessé début de saison aussi, donc... Mais bon, Guedes, pour moi, c'est un grand mystère, ce joueur. Il sort 3 bons matchs dans la saison et on en parle toujours comme un prodige. Il a 47 ans, mais voilà, Joao Mario qui est pareil en dents de scie. Je trouve que ça manque d'assurance en fait dans cette équipe, de certitude. Donc c'est ça que ça doit trouver et au plus vite. Mais je pense que pour la deuxième partie de saison, tout peut s'aligner, on va dire. Après, juste pour revenir à la Ligue des Champions, il y a quand même une défaite face à Salzbourg, une défaite très compliquée. Tu as quand même l'arrivée d'un nouveau gardien aussi, Troubin. Troubin qui se troue. Hein. Bon, c'est son premier match. Compliqué d'aller chercher un premier match en Ligue des Champions face à Salzbourg avec le Benfica. Quand tu viens d'Ukraine, tu connais le championnat, tu connais l'Europe. Mais le Benfica, c'est un énorme club européen. Et après, tu as quand même un carton rouge de Silva, très jeune joueur, qui aussi, lui, est en perte de confiance. C'est compliqué. Je pense que ce match-là, c'est à cause de ce match qu'il y a beaucoup de problèmes aussi au Benfica aujourd'hui. Je pense que ça aurait pu mieux aller, surtout en Europe,
s'ils avaient gagné ce match, ou à la limite pas fait 3-0, enfin ou 4, je sais plus. Maintenant, à savoir, c'est comment ils vont réussir à réagir. Là, ils viennent de reperdre. Il va falloir repartir. Tu as des matchs à aller chercher. Tu as Salzbourg à 3 points. Ça va être ultra compliqué, mais ils se doivent de le faire. Armand, tout à l'heure, Raoul avait parlé des gros changements qui composent le club de Benfica. Et notamment, moi, j'ai envie de concentrer sur les départs qui composent ce club. Est-ce que les nombreux départs, certes, de joueurs à fort potentiel, de joueurs très bons, on peut citer João Félix, 126 millions, Gonçalo Ramos, pour ne citer que ces deux joueurs-là, Grimaldo, Enzo Fernandez, est-ce que ça ne fait pas trop pour un club qui est censé être chaque année champion du Portugal et, à minima, essayer de faire quelque chose de bon en Europe? C'est ça, c'est-à-dire que on regarde les départs et on pourrait se dire, à la limite, cet été, il n'y en a eu que 2. Mais il y a 2 départs importants au minimum depuis des années maintenant. Chaque année, le Benfica sort un joueur, il y en a encore un bon cette année au milieu de terrain, et ils se le font prendre au bout de 1-2 saisons. Antonio Silva pourra partir. Voilà, ils se le font prendre parce que le football, c'est comme ça. Ils veulent pas rester à Benfica, ils veulent aller au Real, au Barça, à City, jouer dans les plus grands championnats, en première ligue. Ça les fait rêver. Aussi parce que Benfica base son modèle de club sur ça. On forme, on vend. Mais d'un côté, ils sont aussi obligés. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, ça pose pas problème pour la performance ? Si. Et finalement, est-ce qu'on voit pas ça aussi à Lyon, à Amsterdam ? Est-ce qu'on se pose pas de plus en plus de questions ? Est-ce que le seul club qui arrive pas à subsister grâce à sa formation, c'est le Barça, parce que lui, il peut conserver ses joueurs ? Peut-être. Moi, je me pose d'autres questions aussi sur le Benfica, et je vais vous la poser, vous connaissez mieux le club que moi, à quel point ils sont encore dominants dans le jeu ? À quel point ils dominent encore en championnat ? Parce qu'en Ligue des Champions, c'est pas trop ça. Parce que je me suis fait un parallèle dans ma tête, et dis-moi tout de suite si je peux le continuer ou pas. C'est l'OM 2020-2021 de Villas-Boas. Et je me suis dit, l'OM 2020-2021 de Villas-Boas, il commence comment ? En étant catastrophique en Ligue des Champions. Ça prend quasiment aucun point, à part un contre l'Olympiakos à la fin. Et ça fait quoi en championnat ? Ça reste 2e jusqu'à novembre, décembre. Une période comme ça, il y a un match déclic à un moment, Rennes, qui fait que d'une période où tu étais 2e en championnat en jouant très mal, c'était illogique d'être 2e, mais tu l'étais. Il y a un match déclic qui te fait un déclic négatif et tu t'écroules et tu te mets à performer comme en Ligue des Champions, c'est-à-dire mal, et après il se passe ce qui se passe à Marseille. Donc est-ce qu'il y a des promesses dans le jeu de Benfica où tu peux te dire non, il nage sur quelque chose qui n'est pas réel en championnat et ça peut s'écrouler ? Ils sont pas dominants dans le jeu. Même parfois ils gagnent des matchs et tu te dis ils peuvent encore perdre le match, c'est ça qui est dommage. Y a des matchs où ils gagnent sans forcément dominer, même en se faisant dominer par des petits clubs. C'est chose qui est dommage quand tu es le Benfica, et chose qui est dommage quand tu vois le niveau de jeu qu'ils avaient l'année dernière. Oui. Donc il y a une peur, je pense aussi, mais ça performe pas. Enfin, quand tu regardes en tant que supporter, moi je suis pas supporter du Benfica, mais quand j'en ai parlé avec des amis supporters, moi quand je regarde Paris cette saison, je suis plutôt confiant en Ligue 1. Ils le sont pas. Ils sont dépités. Ils le sont plus. Et ça, c'est une chose qui est dommage. Justement, maintenant, si on continue sur le volet du recrutement et des départs, comment on peut expliquer qu'un club qui, en 3-4 saisons, a enregistré au moins 300 millions de budget de transfert avec la vente de certains joueurs, qui ne soit pas capable de pouvoir recruter des joueurs au moins pour pouvoir restructurer l'effectif de manière saine et de pouvoir repartir sur de bonnes bases? Mais est-ce qu'en début de saison, ils ne s'attendaient pas à faire mieux aussi ? À se dire, on a déjà nos cadres de la saison dernière. Enfin, on a perdu Grimaldo et Gonçalo Ramos, mais on garde des cadres. On prend Di Maria, on a David Neres, on va faire des bonnes choses. Je pense que c'est une surprise ce qui se passe en interne à Benfica. C'est potentiellement une surprise, et ça, je veux bien être d'accord avec toi. Même si en championnat, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de grande catastrophe. Mais quand moi, je vois Benfica, quand je vois les recrutements qui sont faits, et surtout les départs enregistrés, et ce n'est pas les seuls clubs au Portugal à avoir de gros départs. Comment, toi Milan, tu expliques qu'ils n'arrivent pas à réinjecter autant d'argent pour pouvoir renforcer certains secteurs? Tu perds Enzo Fernandez, plus de 120 millions d'euros. Pourquoi ne pas aller chercher un autre joueur? C'est le club de Paris, en fait. Cette saison, ils ont fait des paris. Di Maria, c'était pas un pari, pour le coup. Di Maria, tu vas le chercher, c'est un joueur qui est confirmé. Mais Cabral, c'est compliqué avec le Fiorentina, je l'ai dit tout à l'heure. Après, tu vas chercher Jurasek en tant que défenseur gauche. Après, tu perds Grimaldo gratuitement, donc tu n'as pas d'entrée d'argent. Après, tu vends quand même Gonçalo. Ramos, c'est un prêt, donc l'argent, tu le reçois plus tard. C'est un prêt payant quand même. Ouais, donc tu as quand même de l'argent. Malheureusement, ils ont fait des choix qui est de... Alors, on va faire jouer des jeunes joueurs. Tu as quand même Neves
qui est un excellent joueur, très jeune joueur, mais en fait, il manque de joueurs confirmés, je pense. Des joueurs dont tu es sûr, quand tu es un club de Ligue des Champions, tu dois avoir des joueurs dont tu es sûr qu'ils vont performer. Dans chaque club, tu as forcément des joueurs que tu es sûr, s'ils sont sur le terrain, ils vont performer. Tu avais Di Maria. Di Maria, il y a une blessure. Di Maria, il revient. C'est très compliqué. Tu as Rafa. Mais ça manque de joueurs confirmés. Tu dois avoir un joueur confirmé par ligne. Tu as des joueurs qui sont plutôt bons. Chiquinho, ça a bien commencé. Mais est-ce que c'est du même niveau de Fernandez ? Non, ça ne l'est pas. Et il nous le prouve encore avec Chelsea. Même si Chelsea, c'est compliqué, c'est quand même encore, on le sait, c'est un très bon joueur. Maintenant, tu as des joueurs confirmés. Tu as Otamendi, très bon joueur. Mais ça manque justement, en fait, c'est que quand tu es le Benfica, tu peux pas aller chercher Jurasek et Bernat. Jurasek, c'est pas un joueur dont tu te dis, ah, Jurasek, qui avait entendu parler de Jurasek avant le Benfica ? Je pose vraiment la question. Moi, je ne connaissais pas ce joueur-là. Bernat, c'est un joueur qui est blessé, qui est en perte de confiance totale, qui même au Paris Saint-Germain. Niveau parce qu'il a subi une blessure au croisé qui a mis très longtemps de laquelle il a mis très longtemps à se remettre. Alors qu'à Paris, c'est quand même pas mal. Mais tu peux pas aller chercher un joueur comme ça, surtout en prêt. Il peut pas s'inscrire dans la durée. Tu as besoin de joueurs qui arrivent dans le club et tu sais qu'ils vont performer. Di Maria, ça devait être le cas. C'était le cas. Mais c'est plus le cas. Mais pour moi, le cas Bernat, c'est clairement c'est vraiment un deal très louche. Vraiment, si je me permets, parce que c'est Ramos qui rejoint dans le PSG au mois d'août. Ouais, mois d'août, ouais. Et Bernat, c'est dans les dernières secondes du mercato. Donc, pour moi, c'est pas anodin. Mais en fait, je pense qu'on est tout simplement à la phase 1 du projet, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ils prennent des joueurs, ils les développent, ils les vendent et ils recommencent. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Justement, par rapport à ça, tu avais parlé de Lyon, Armand, tout à l'heure. Et le problème qui est face à Lyon maintenant, c'est que tu n'as plus forcément de gros joueurs qui sortent du centre de formation. Bradley Barcola est parti, Castello Luqueba est parti. Et malheureusement, la mauvaise gestion financière du club fait que désormais, même une grosse vente n'est plus suffisant pour pouvoir faire renflouer les caisses du club. Donc, quand même Benfica ressort à chaque fois de joueurs de grand talent, que se passera-t-il si jamais ton centre de formation ne performe pas ou ne ressort pas le joueur qu'il faut ? La petite différence, c'est que Benfica, c'est un centre de formation et c'est aussi beaucoup de post-formation. Darwin Núñez et plein d'autres, c'est des joueurs qui sont recrutés à 17, 18 ans, 16 ans et qui sont ensuite post-formés et qui éclosent comme ça. Donc là, on va dire c'est un côté positif, ils sont intelligents sur ce point-là, de développer un bon centre de formation, mais d'aller quand même chercher des petites pépites à droite à gauche pour pas ne dépendre que de lui. Je laisse la parole à Milan. Après, moi, il y a une grosse interrogation, une grosse peur, c'est qu'on voit quand même beaucoup de jeunes du Benfica qui partent gratuitement déjà du centre de formation. Je pense à Endur, je pense à Moreira qui est parti à Chelsea, qui sont de très bons joueurs. Alors, chez Endur, on ne le voit pas avec le Paris Saint-Germain, mais Moreira, c'était quand même un très bon joueur. À Chelsea, il avait fait quand même un bon début avec les jeunes, de ce que j'ai pu entendre. Maintenant, il est à Lyon. Je ne regarde pas tant long que ça. Non, il joue pas. Il joue pas. J'ai regardé sur Transfermarkt, il y a 0 match. Enfin, il y a très peu de matchs, je crois. Même il n'a pas joué du tout. Il y a des entrées de jeu, je crois. Mais est-ce que tu dois avoir peur, justement, maintenant que les joueurs veulent partir dès le centre de formation ? Ça, c'est une grosse peur de pouvoir convaincre tes jeunes joueurs de signer dans ton club. C'est-à-dire que les gros clubs vont venir chercher les joueurs à Benfica de plus en plus jeunes. Avant, ils attendaient 22 ans, mais ils se sont dit, attends, on va devoir payer 100 millions d'euros, j'ai pas envie de payer 100 millions, je vais aller les chercher quand ils ont 17, 16, 14, et j'aurai à payer 0 euros. Avec Sherendor. Exactement. Et maintenant, je reviens sur un petit peu Roger Schmidt, qui a un dispositif avec une défense à 3. Est-ce qu'il est toujours en odeur de sainteté à Benfica ? Non, pas du tout. Pour moi, c'est pareil, une interrogation. Pourquoi tu le gardes encore cette saison ? Enfin, c'est compliqué, il faut quand même lui laisser du temps. Je pense que c'est la saison où tu dis si là, ils n'arrivent pas à se qualifier déjà en Europa League, ça va être compliqué. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire en championnat. Pour l'instant, c'est encore passable. Ils sont quand même deuxième. Après, sur toute une année, c'est à voir. Il y a encore la coupe, il y a encore le championnat. T'as dit en Europa ? C'est la 3e place, elle est qualifiée. En Europa depuis la Champions. Ouais. Ah oui, ok, Ouais. d'accord. Okay. En Champions. Pour moi, tu dois de passer devant Salzbourg. Salzbourg, c'est largement le club avec le plus de jeunes, avec l'effectif, avec la moyenne d'âge la plus jeune de la Champions. Quand tu as l'effectif du Benfica, tu dois passer. C'est indispensable. Surtout en Europa, quand la saison dernière, tu passes devant le Paris Saint-Germain,
que tu fais des matchs, parce que moi, je les ai vus les matchs. Face au Maccabi Haïfa où ils en mettent 6 ou 7. C'était une équipe, je pense, comme Villarreal à l'époque, où tu te dis jusqu'où ils vont aller. Et moi, je les voyais même aller plus loin que ça. Je m'étais dit, pourquoi pas passer pour les demi et pourquoi pas aller en finale. C'était vraiment une équipe qui moi, m'impressionnait à chaque tour. Je me disais, pourquoi pas. Et ils sont tombés sur l'équipe sur laquelle ils n'auraient pas dû tomber en termes de configuration de match. C'était l'Inter qui avait le plus de capacité à justement les déjouer, sachant que c'est deux équipes qui jouent pour déjouer. Donc, au contraire d'un Bayern, d'un City, je pense que le City serait imposé, mais ils auraient plus galéré en tout cas. Mais en fait, je pense que j'ai oublié ce que j'allais dire. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'Inter Milan l'an dernier, je pars un peu sur l'Inter Milan, jouait à chaque match contre son adversaire. Ils jouaient pas avec leur modèle de jeu, ils analysaient l'adversaire, ils se disent aujourd'hui on jouait comme ça. Et donc ils ont su développer ça très bien à chaque match, à repartir presque de zéro, ce qui a posé une colle, on va dire, à Benfica. Et Benfica aussi, qui malgré leur très bon dernier parcours, il faut le dire, n'ont pas de chance sur leur tirage en Ligue des Champions. Alors certes, ils vont loin, donc forcément, il faut tomber contre des grosses équipes. Mais l'année d'avant, c'était Liverpool et ça se joue à pas grand-chose. Et de plus en plus, ils vont quand même titiller les gros et ça s'est joué à pas grand-chose. Donc là, voir d'un coup, comme ça, que même contre Salzbourg, tu gagnes pas, même contre la Real Sociedad, même si c'est une bonne équipe de Liga, ça pose quand même des questions, c'est étonnant. Après, il y a des mauvais choix de l'entraîneur aussi. T'as quand même Peter Moussa, où il y a beaucoup de supporters du Benfica au Portugal qui demandent justement à ce qu'il soit titulaire. Il ne l'est pas. Il préfère mettre Cabral. Il n'y a pas d'effectif type en fait. C'est que tu as besoin dans un effectif aussi d'avoir des joueurs dont tu es sûr qu'ils vont être titulaires. C'est toujours pas le cas aujourd'hui au Benfica. David Neres, tu sais pas s'il va jouer. Alors que c'est pourtant, pour moi, le meilleur joueur au niveau du potentiel, on va dire, sur le terrain au Benfica. Aujourd'hui, sur un terrain, si tu vois David Neres, tu te dis, lui, il va performer. Après, tu as Neves. Neves est beaucoup trop jeune pour lui mettre autant de pression. Bon, après, on va faire le parallèle à Zaïre Emery, mais c'est trop jeune. Après, tu as des choix de l'entraîneur qui pourraient être mieux. Après, tu as l'effectif que tu as les choix dont l'entraîneur veut mettre en place. À voir sur le long terme, ça se trouve que Cabral va te faire une fin de saison extraordinaire et tout le monde va faire chapeau. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis là, les supporters, ils sont pas habitués, ils sont dépités. Moi, à 4h du matin, j'ai reçu un pavé de mon pote Arthur qui m'a dit « Mais Moussa, pourquoi il joue pas ?» Voilà. Le coach hésite, il comprenait pas. Et à 4h du matin, son interrogation, c'est de savoir pourquoi son joueur ne joue pas et pourquoi son équipe se retrouve dans cet état-là. Alors que c'est une équipe qui surdominait le championnat ces dernières années, d'une manière ou d'une autre, même si ça a pu être pour Porto, pour le Sporting. C'était ces trois équipes-là et personne leur parlait. Justement, Milan, par rapport maintenant au Sporting, quelle adversité vont proposer les hommes de Ruben Amorim face à Benfica demain? Et on rappelle, le Benfica est deuxième, le Sporting est premier, avec 3 points d'écart. En cas de victoire, Benfica pourrait passer devant les hommes de Ruben Amorim. En fait, c'est que j'ai l'impression que le Sporting, c'est un peu, pas l'inverse du Benfica, mais tu as un effectif qui est bien mis en place, avec un entraîneur qui est confiant envers ses joueurs, et tu as deux excellents joueurs, jeunes joueurs, soit qui viennent d'arriver, mais tu sens qu'ils gardent mieux leurs joueurs que le Benfica. T'as Ignacio en défense, c'est un joueur exceptionnel, je ne comprends toujours pas pourquoi il est encore au Sporting. Le gars performe, ça va pas. Le prix, mais après il performe. Ça va pas tarder, je pense. Il performe. C'est un très bon défenseur central qui arrive à casser des lignes avec des passes devant. Tu te demandes comment il peut faire ça alors que c'est un défenseur central. Après, tu as des jeunes joueurs, je pense à Goncalves, qui est très bon et qui, pareil, on entend des rumeurs de départ, mais qui est toujours là. Et après, en attaque, moi, tu as mon protégé du Sporting, Marcus Edwards, formé à Tottenham, très bon joueur cette saison, qui aussi surperforme. Contrairement au Benfica, eux, ils ont la confiance. Ils ont un effectif avec des joueurs qui sont en même temps titulaires, on va dire, dans leur club, et en même temps qui ont des chances d'être sélectionnés. Ils ont toute la confiance comparée au Benfica. Ils sont là depuis des années, ils ont l'effectif, et ils ont un entraîneur qui, pareil, sait comment les faire jouer, à quel poste et comment. Benfica, c'est toujours pas le cas. Justement, maintenant, petite séquence prono, petit tour de table. Je commence avec toi, Milan. Qui va l'emporter entre le Sporting
Et le Benfica. Alors pour moi, c'est un prono très compliqué parce qu'on ne sait jamais ce que le Benfica peut faire. Ça se trouve, le Benfica va nous sortir une masterclass je sais pas comment elle va arriver. Mais moi, je mettrais quand même, malheureusement, même si je préfère le Benfica, je mettrais la pièce sur le Sporting. Un petit 2-1 pour le Sporting, on va dire. Ok. Raoul. C'est au Benfica, c'est à domicile. Ouais. Non, c'est à domicile ou je sais plus. Je crois que c'est à l'extérieur. C'est ça ma question. Et je crois que le Sporting joue à domicile. Dans tous les cas, c'est à Lisbonne. Oui, bon. Oui, déjà. C'est déjà ça. Dans tous les cas, il n'y a pas de déplacement. Déplacement en Charaoual à la limite. Mais ça sera à Benfica. Ah, donc c'est à domicile. Donc ça donne quand même pour moi un avantage au Benfica. Donc je vais dire 1-0 pour Benfica. 1-0 pour Benfica, Milan. Armand, pardon. Moi, je vois un gros match. J'aime beaucoup les gros matchs de football portugais. Les Porto-Benfica, c'est souvent des matchs agréables à voir. Et qui sont pas forcément d'ailleurs aux horaires où on a nos gros matchs à nous. Donc, faut les regarder. 21h30 le match. C'est ça. Moi, je vois un 2-2. 4 2-2. buts. Grosse pression des deux côtés. Peut-être des cartons. Parce que l'équipe d'Amorim, quelquefois, elle peut se surprendre, elle peut se faire dépasser par elle-même et donc pas forcément prendre tous les points, pas forcément gagner le match alors qu'on pensait que c'était gagné pour eux. Et je pense que dans ce match, on va avoir un match nul.